Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Made in Sport, votre rendez-vous documentaire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces acteurs du sport que sont les journalistes sportifs. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés des visages bien connus de la chaîne Stade Afrique, Lassana Camara. Salut Bonjour. Lassana. Bonjour. Alors Lassana, vous êtes fondateur du site web mauritanifoot.com. C'est bien ça? Depuis 2017. Depuis 2017, donc... Non, depuis 2007. Ça va faire 12 ans. Ouais. Vous allez nous expliquer comment ça marche et on va voir tout ça avec vous. Passionnant. Et à côté de moi, Ouda Habib, vous êtes la présentatrice du JT de Stade Afrique. Je suis très heureuse que vous soyez à mes côtés. Merci Cynthia, merci pour votre invitation. Alors, la première question que j'ai à vous poser, Lassana, où en est aujourd'hui le journalisme sportif sur le continent? Le journalisme sportif sur le continent, c'est compliqué parce que les journalistes sportifs ne sont pas soutenus à leur juste valeur. Ce sont juste des passionnés qui aiment le football, qui aiment le sport, qui se battent de terrain en conférence, de conférence en convention, de convention à tout ce que la FIFA, la CAF fait sur place sur le terrain. Ils essaient de couvrir avec des maigres moyens. Ce sont juste des passionnés, mais les financements pour aider ce corps sans qui les sportifs ne sont pas en valeur, ne sont pas adéquats. Ouda, vous tirez le même constat? Non, je ne partage pas l'avis de Lassana. À mon avis, le journalisme sportif en Afrique est en plein essor, surtout que le continent commence à abriter de grands événements tels que la Coupe du Monde des clubs, le championnat du monde de judo, encore les Jeux olympiques de jeunesse en 2022 qui se tiendront au Sénégal. Donc les journalistes sportifs auront l'occasion de couvrir ces événements et d'avoir la chance de partager avec le monde entier leur métier. Mais là où en fait, vos deux idées se rejoignent, c'est que certes, le journaliste sportif, il va avoir beaucoup d'occasions de faire son métier, mais après, ça va être comment les moyens vont être mis en place pour que ces journalistes fassent leur métier, par exemple pour les Jeux olympiques de la jeunesse ou les Jeux olympiques de la francophonie aussi qui auront lieu à Kinshasa dans quelques années. Oui, justement, il faut que les dirigeants puissent investir pour pouvoir offrir au public un bon produit et répondre aux attentes du public, justement. Très bien. D'après vous, Lassana, quels sont les obstacles, vous en avez parlé, mais les réels obstacles qui freinent le développement de ce métier? Les obstacles, ce sont le financement, et en plus l'accès à l'information. L'accès à l'information, on parle de la notoriété. Nous, en Europe, par exemple, on a beaucoup de problèmes quand tu es journaliste sportif d'origine africaine d'avoir des interviews de vedettes d'Afrique. Mais comment vous l'expliquez ça? C'est un manque de notoriété ou manque de confiance en soi. C'est tout ce problème-là qui fait qu'on va y arriver bientôt avec le Ballon d'Or, que même nos footballeurs, on n'arrive pas à se vendre parce qu'eux-mêmes ne font pas le lien en disant que si je mets en valeur les journalistes africains, je me mets en valeur moi-même. Ils ont oublié ça, du coup, tout le monde a empathie. Ouda, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le journalisme sportif? D'abord, c'est parce que je suis passionnée de sport et je suis de nature curieuse. J'aime avoir l'info en premier et surtout partager avec le public. C'est ce qui m'a poussée à exercer ce métier de journaliste sportive. Vous vous retrouvez dans ce que dit Ouda, Lassana? Oui, je me retrouve dans ce que dit Ouda. Moi, quand j'ai quitté mon village, quand je suis venu en Nouakchott. Il est où le village? Le village, c'est à Darfour, en Mauritanie. Je suis venu à Nouakchott, je n'ai jamais vu une chaîne de télévision. Le premier match que je vois, c'est Milan AC Ajax Amsterdam. C'était en quelle année? C'était en 2015, 2-0 pour l'Ajax. Je n'oublie pas ce match-là. J'ai dit, ça, à partir de là, soit je deviens un footballeur professionnel, soit je deviens journaliste. Quelques années plus tard, je me suis blessé. Et je sais que je n'aurais pas de carrière de footballeur. J'étais latéral. On m'appelait Maldini entre guillemets. Donc je me suis dit, je vais devenir journaliste. Quand je suis venu en France, j'ai fait des études de droit. Après, je me suis orienté vers le journalisme. C'était pas facile, c'était pas gagné d'avance.
Et jusqu'à présent, on se bat tous les jours, on essaie d'être vu, on essaie d'être au cœur de l'information. Il faut être passionné, il faut être passionné, il faut se dire que tu aimes le métier. S'il y a des retombées, les retombées viendront, mais il faut se battre. On ne te donnera pas une place, les places s'arrachent. Il faut être au cœur de l'information, d'être au stade, quand il y a un événement sportif, de faire tout pour être là. Très bien. Il faut surtout nouer des relations avec des personnes qui sont ancrées dans le domaine. Il faut se démarquer. C'est plus important de nouer ces relations que de venir avec un certain bagage. Vous, par exemple, Ouda, vous avez commencé le journalisme au Maroc et après vous avez fini votre formation ici en France. Oui, j'étais obligée de venir ici parce que la branche n'existe pas au Maroc. Je me suis spécialisée durant mes stages. J'ai eu une licence en journalisme et communication, mais j'ai passé mes stages dans des rédactions sportives et ensuite je voulais m'approfondir dans le domaine. Du coup, j'ai décidé de poursuivre mes études ici en France. J'ai fait un master en journalisme sportif et aujourd'hui, je suis là devant vous. Et on est très heureux de vous avoir. Ce que fait Ouda, il y a quelques années, ça n'existait pas trop des écoles de journalisme sportifs, entre guillemets. Mais même aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a énormément, on ne va pas se mentir, en Afrique, il y a énormément d'écoles de journalisme. On peut citer l'ISMA, l'ESTIC au Cameroun, mais il n'y a pas de formation spécifique au journalisme sportif. Non, en Afrique, je ne connais pas un pays où il y a une école de journalisme sportif. Même en France, c'est récemment qu'on commence à avoir 2 ou 3 écoles. À Paris, il n'y a que 2 ou 3 écoles qui forment au journalisme, alors qu'il y a une quinzaine d'universités. Mais en Afrique, il faut qu'on commence à s'y mettre, parce que le journalisme sportif, c'est pas seulement faire le JT du journalisme ou aller dans un stade, faire un reportage, crier, mais il y a tout un paramètre, il y a beaucoup de choses à apprendre que nous avons appris sur le tas, que les jeunes générations, je pense, en plus même avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information, de la technologie, avec Twitter, avec Facebook, avec Instagram, il faut savoir y écrire, il faut savoir être présent. Il y a toutes ces choses qu'on doit faire maintenant, parce que le journalisme sportif maintenant se conjugue avec le marketing, se conjugue avec tout ce qui est digital. Donc on ne peut pas faire du journalisme sportif sans être digital. Ouda, quand vous vous êtes lancé, c'était très récemment dans le journalisme sportif. Est-ce que vous avez pensé à tous ces facteurs que la SANA parle, du digital, du marketing, ou vous vous êtes dit j'y vais seulement pour ma passion? Oui, j'y ai pensé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent une grande place dans notre quotidien. Les gens sont connectés quasiment toutes les heures. Donc, il faut qu'il y ait une relation entre notre métier et les réseaux sociaux. Il faut être présent sur les réseaux sociaux, justement, pour pouvoir attirer plus de public. Très bien. Lassana, on va parler de vous quelques instants avec MauritaniFoot.com. Comment vous êtes venu cette idée de lancer cette plateforme? Ça m'est venu, j'étais à l'université d'Evry. J'étais avec un ami, on buvait le thé, je faisais le thé mauritanien, c'est un Malien, qui est aujourd'hui responsable de communication du Premier ministre malien. Il s'appelle Mohamed Traoré. On a dit, nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans le football pour se démarquer? Lui, il a dit que dans son rêve, c'est de faire un site pour le Mali. Il dit, pourquoi pas pour moi, pour la Mauritanie. Et on en a discuté. Le 3e jour, on a vu un autre Congolais qui s'appelle Sébastien Sikaki, qui est maintenant journaliste, qui a créé le site Léopard Foot, qui travaille maintenant avec la Fédération congolaise de football. Nous 3, on s'est dit, chacun fait un site pour son pays. Donc Léopard Foot, Mauritanie Football, Mali Football sont presque nés le même jour. Donc chacun a créé son site internet. Avec 0 €, on se battait. Le premier événement, c'était la foire, le salon du football à Paris. C'était en 2000... le salon de football en 2008, premier événement que je participais en tant que journaliste. Il n'y avait pas de carte du tout. On venait, on dit que nous sommes des jeunes journalistes, on venait, etc. C'est à partir de là, avec la niaque, la façon d'aborder les gens, que j'ai commencé à avoir les premières cartes, discuter, etc. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand j'ai commencé sur Facebook, il y avait l'avènement de Facebook aussi en 2008 qui a commencé tout ça, des jeunes qui m'écrivaient pour dire que je suis mauritanien, et je joue à tel club et tout ça, j'aimerais jouer avec la Mauritanie. En fait, vous avez pallié un manque. Un manque. J'ai fait un article sur ça.
2 jours, 5 plus tard, la fédération, ils ont cherché mon numéro, ils m'appellent, Lassana, essayez de nous mettre en contact avec ce joueur-là. C'est ça que j'ai su que ça commence à être intéressant. Et février 2008, je suis parti en Mauritanie, j'ai perdu ma mère, je suis parti. Et chez moi, on m'appelle pour dire qu'il y a le président de la République qui vient te voir. Et là, j'ai dit quoi? Le président de la République veut me voir, moi? Et j'ai fait quoi pour mériter ce privilège-là? Je suis parti voir le président, on a parlé de football. Et c'est là que j'ai compris que ce que je suis en train de faire peut être intéressant pour moi et pour le pays, pour le développement du pays, pour le développement du sport. Et depuis ce jour-là, je suis là-dedans, je crois à ce que j'ai fait. Et c'est un métier passionnant, dans la passion, et en plus, on peut faire beaucoup d'humanitaire un peu. Je me souviens d'un footballeur mauritanien qui a joué un seul match avec l'équipe nationale, mais qui était à Nantes, qui était coupé avec sa famille. Grâce à mon site internet, aux relations, on est rentré en contact. Il est venu en Mauritanie, il a retrouvé sa famille. Il a retrouvé sa famille était dans une extrême pauvreté. Et grâce à ce lien-là entre le jeune qui est revenu grâce au football en Mauritanie, qui a retrouvé sa famille, que maintenant je vois que je suis toujours en contact avec sa famille, que leur vie a changé grâce à ça, tu dis qu'au moins tu as participé à quelque chose. Donc le journalisme, c'est ça aussi. C'est le lien entre vous et le public, c'est le lien que vous pouvez faire avec les gens. Et ça me touche au fond du cœur. Vous avez la même définition du métier, Ouda? Oui, justement, il faut donner une belle image de ce métier qui est un métier noble. C'est un métier passionnant, comme vous avez dit, mais c'est un métier avec des valeurs. Comme le cas du joueur mauritanien qui a retrouvé sa famille après des années, qui a pu les aider. Donc ça fait vraiment chaud au cœur de voir des cas pareils. Alors, Ouda, Lassana, je vous amène dans un pays fantastique, la République démocratique du Congo, où un séminaire a été mené par un de nos correspondants, James Katambwa. Regardez ce reportage. Et il est arrivé, je l'ai rencontré personnellement. Mention spéciale à James Katambwa, journaliste sportif qui, avec l'appui de la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football Association, institution fêtière du football en Afrique du Congo, Stade Africa, la première chaîne des sports en Afrique, a réuni un échantillon de la représentativité de la presse sportive dans les strict respect du genre à un séminaire de mise à niveau durant 2 jours, soit du 30 octobre au 1er novembre 2019, dans un panel très varié et enrichissant autour du thème « Le football congolais, historique, évolution et perspective ». Tout commence le 31 octobre dans un luxueux espace à Campo Hotel, devant les séminaristes assidus et attentifs ainsi que les orateurs prêts à déverser la matière. L'initiateur du séminaire, des mises à jour, place un mot à l'intention de l'assistance et surtout aux structures qui l'ont appuyé à matérialiser cette idée. Je dis grand merci à la FECOFA, à Constant Marie, personnellement. Je n'ose oublier tout son comité, particulièrement au Bobo Ndembe, qui a également appuyé ce projet. Je dis grand merci aussi à Stade Afrique. Stade Afrique, c'est une chaîne qui est à partir de la France, donc je suis le correspondant ici. Stade Afrique a également a créé ce projet et m'a soutenu. Toutes ces assises passeront d'ailleurs sur le Stade Afrique. Il y a une grande plage qui a été réservée pour ce séminaire. Donc j'ai dit grand merci à Stade Afrique. Je vous la recommande d'ailleurs, cette chaîne, c'est la première chaîne entièrement sportive africaine qui émet à travers le monde sur pratiquement toutes les plateformes des réseaux sociaux. Je vous la recommande. Canal 123, c'est Canal+. Premier à exposer, c'est le doyen des journalistes sportifs en RD Congo. L'éminent orateur n'est autre que Pierre-Célestin Kabala-Mwanambu, l'icône de la presse sportive en RDC. L'échange tourne autour du thème « Le journalisme sportif moderne, éthique et déontologie ». Dans ces différentes phrases, Pierre-Célestin Kabala-Mwanambu martèle à l'assistance les valeurs qui doivent guider le professionnel des médias dans l'exercice de ses fonctions.
entre autres l'amour, la fidélité et la culture générale. Je suis particulièrement flatté par l'honneur qui m'a été fait par James et toute son équipe, flatté également par l'initiative que vous avez prise de pouvoir réunir les journalistes sportifs pour échanger, renforcer leurs capacités pour ceux qui en ont besoin et apprendre pour ceux qui en ont besoin. Journalisme sportif, éthique et déontologie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'emblée? C'est que le journalisme a de tout temps toujours été une question de vocation. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que tel est le cas. Mais pour beaucoup de journalistes, ils sont arrivés à ce métier parce qu'il fallait satisfaire une aspiration. Ils auraient pu tout aussi bien choisir une profession qui leur aurait permis de se créer une situation sociale beaucoup plus enviable. Mais l'ambition prédominante était d'entrer dans le journalisme. Pour le journalisme sportif, entre autres choses qui caractérisent ce métier, c'est d'après moi la passion que chacun de nous a pour le sport, la passion qui anime nos écrits et l'amour que l'on a pour la profession. D'aucuns continuent à s'imaginer qu'un journaliste de sport n'est pas un journaliste dans le sens strict du mot. Eh bien, devons-nous retenir une fois pour toutes que le journalisme sportif, c'est d'abord du journalisme tout court, le sport étant qu'une spécialité. Je voudrais aborder dans Il s'en est suivi un échange franc entre l'orateur et l'assistance pour éclairer des zones d'ombre. Le deuxième a monté sur les planchers est le docteur René Nguebe Moubiala, un grand nom de la médecine sportive en République démocratique du Congo. Les responsables du Centre national de la médecine sportive a abordé les thèmes sur les dopages dans le football congolais. Dans son speech, René Nguebe Moubiala a parlé de la création et les objectifs de l'AMA, Agence mondiale antidopage. Il a épinglé le cas des sportifs testés positifs et a établi un répertoire de produits interdits aux sportifs par l'Agence mondiale antidopage. Pour qu'un sportif arrive à gagner, pour qu'un sportif arrive à la victoire, il y a la conjonction de ces trois exigences-là. Le talent, la volonté de bien faire et la santé physique, mentale et sociale. Donc la condition physique d'une manière générale. Et assez souvent, malheureusement, pour y arriver, on recourt à des subterfuges qui amènent au dopage. Lorsqu'on a eu les premiers morts dus au dopage avec Arthur Linton, on a commencé à réfléchir sur ce problème de dopage avec ce qui s'est passé avec le Canadien Ben Johnson, que vous connaissez. Ensuite, il y a eu le grand scandale du dopage avec le cyclisme dans l'affaire Festina en 1998. C'est ainsi que plus tard, une année après, le monde sportif et le gouvernement se sont résolus à créer une organisation en 1999 à Lausanne, et cette organisation a été dénommée AMA, c'est-à-dire l'Agence mondiale antidopage, pour réfléchir et lutter contre ce phénomène de dopage qui avait commencé à entraîner des décès. À l'heure actuelle, lorsqu'on parle de dopage, il ne s'agit pas simplement d'une histoire d'urine, d'une histoire d'avoir pris un médicament
ou à une potion. Il ne s'agit pas simplement, lorsqu'on parle de dopage, de s'être injecté ou fait injecter un produit. À l'heure actuelle, lorsqu'on parle de dopage, il s'agit d'un ensemble de paramètres. Il s'agit en fait d'une violation des règles antidopage. Et cet ensemble de règles, ça peut être le fait d'avoir découvert lors d'un contrôle de dopage une substance dans vos urines ou dans le sang de l'athlète, ou alors il s'agit de l'usage ou d'une simple tentative de s'injecter ou d'injecter un produit dopant. Il peut s'agir d'une falsification du contrôle antidopage. Il peut s'agir d'un refus de se faire contrôler. Il peut s'agir d'un refus ou d'une absence à un endroit donné, parce qu'à l'heure actuelle, les athlètes, notamment les athlètes de haut niveau, les athlètes des équipes nationales, ont l'obligation de faire savoir à l'Agence mondiale antidopage, à la Fédération internationale ou aux organisations antidopage leur programme d'entraînement, le lieu d'entraînement, les zones d'entraînement, le lieu de logement, parce qu'à tout moment, le contrôle peut se faire soit pendant la compétition, soit hors compétition. Et si, en rapport avec le lieu où vous avez indiqué que vous allez vous entraîner, si une équipe de contrôle arrive et que vous ne trouvez pas à cet endroit, si cela se passe une fois, deux fois, troisième fois, ça peut être considéré comme un contrôle positif. Vous avez suivi le cas du boxeur franco-congolais Yoka, qui a été sanctionné justement à cause de ce défaut de localisation-là. Pour lier l'utile à l'agréable, l'organisateur a convié l'assistance à une pause café. Question de se rafraîchir et de bien entamer les derniers exposés de la première journée qui sera animé par l'ancien international footballeur congolais et sociétaire des Racing, Lyon, Saint-Rhin et Anderlecht, respectivement en Belgique et en France. Il va parler du football professionnel, ses méandres et son impact sur le football national pendant plus ou moins 30 minutes. Et nous aurons le temps de poser des questions. Un vieux routier du métier, Eugène Kabongongoy a partagé avec l'assistance son expérience quand il a quitté Kinshasa pour faire carrière en Europe. Il a aussi évoqué les parcours et profils pour jouer au haut niveau, tout en confrontant avec les réalités actuelles de notre football. Pour devenir professionnel, il y a des étapes à franchir. Et c'est scindé pratiquement en quatre morceaux. Tu ne peux pas du jour au lendemain devenir professionnel. Il faut d'abord que tu commences par un statut de joueur apprenti. Après le statut de joueur apprenti, on passe au statut de joueur stagiaire. Après, joueur stagiaire, c'est le statut du joueur espoir. Après avoir franchi ces trois étapes, c'est en ce moment-là que tu peux maintenant signer un contrat professionnel qui a ses exigences. Le vendredi 1er novembre 2019, pour la dernière journée du séminaire, les participants ont ensemble avec l'organisateur échangé autour de l'arbitrage congolais. Parce que ces gens-là, d'abord, ils ne savent pas. En face des séminaristes, Olivier Safari, arbitre international qui revient fraîchement de la CAN en Égypte. Arbitrage congolais, analyse et perspective et nouvelles réglementations du football. L'orateur a évoqué différentes mutations du métier de l'arbitrage et de la réglementation actuelle de la FIFA Board. Déjà, il lui dit Bima Karakuna.
Voilà, il sort. Voilà, il est sorti. Maintenant, le jeu va reprendre. Et celui-ci aussi, il entre maintenant par la ligne médiane parce que l'autre est parti par là. Vous vous imaginez là où il était. S'il quittait cette ligne là-bas pour venir ici sortir, en tout cas, ça allait prendre du temps. Alors, ça ne sert à rien. Il quitte par là. Il va continuer pour aller dans la zone technique, mais l'autre aussi, il profite pour entrer un peu rapidement. C'est genre de choses que nous trouvons souvent dans des matchs où un club mène l'autre. Et maintenant, souvent, si vous regardez bien, quand on montre le temps additionnel, il y a 2 remplacements non encore effectués. C'est à ce moment-là on va faire les remplacements. Voilà, la loi 4 aussi a eu des modifications par rapport aux équipements du joueur. Les équipements des joueurs, les modifications qu'on va voir ici, c'est par rapport à des choses que les joueurs mettent. Donc on appelle ça maillot. La FIFA appelle ça maillot. Et les trucs comme ça, la FIFA appelle ça varèse. Ok? Donc il y a varèse et maillot chez la FIFA. Chez la FIFA maillot, c'est le truc là qui est en dessous des varèses. Alors la FIFA a demandé que ça doit avoir la même couleur que la couleur qui domine la varèse. Même les branches doivent avoir, donc surtout les branches doivent avoir les mêmes couleurs que les couleurs qui dominent, que la couleur qui domine la varèse. La FIFA a ajouté certaines choses dans la loi 5 qui parlent de l'arbitre. Donc c'est quoi? L'arbitre aujourd'hui a maintenant le pouvoir de donner un carton jaune ou un carton rouge à toute personne se retrouvant dans la zone technique. C'est-à-dire quoi? Surface technique là, il y a le coach, son adjoint, les joueurs remplaçants, les joueurs remplacés, les soigneurs, les secrétaires. Aujourd'hui, l'arbitre, dès que quelqu'un est sur le fait du match, s'il a fait du match, l'arbitre a le pouvoir sur lui de lui donner un carton jaune ou un carton rouge. Et non plus comme avant, c'était seulement le chasser. Bima, Mata. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il peut être averti. Et après un avertissement, il peut maintenant être exclu. C'est ça ce que nous sommes venus voir là-bas. Un joueur blessé recevant des soins sur le terrain peut rester lorsque le penalty, voilà. Ça, c'est l'exemple d'un penalty. C'est-à-dire quoi? Le joueur est blessé. Mais l'équipe l'a choisi comme celui qui doit tirer le penalty. Donc, il y a penalty. Les joueurs, donc il y a une faute. C'est lui qui doit tirer le penalty. Aujourd'hui, la loi donne à l'arbitre le pouvoir de dire que les joueurs restent sur le terrain, qu'on les soigne sur le terrain. Dès qu'on finit avec les soins, il peut botter le penalty. Parce que sinon, si vous l'amenez dehors, alors qu'un penalty c'est une réparation d'une erreur commise. Donc c'est un avantage que vous voulez donner à un club qui était victime d'une faute commise, n'est-ce pas? Maintenant, si ces joueurs-là, les bons tireurs-là, toi tu les prends, tu dis non, on doit aller les soigner dehors. Alors que dès qu'il est dehors, donc le jeu doit reprendre. Donc, il y aura un autre botteur du penalty. Maintenant, ce n'est pas un bon. Le bon, c'est lui qui est dehors. Donc, quel avantage vous avez donné à ces joueurs? Vous les avez désavantagés. C'est pourquoi la FIFA dit maintenant, il peut être soigné sur le terrain. Jusqu'à ce qu'on termine et on donne la chance d'exécuter son penalty. Tout le monde va crier. Non. Le temps est géré par l'arbitre. Celui qui comprendra combien de minutes il a perdu lorsqu'on soignait les joueurs sur le terrain, le joueur qui a été choisi comme tireur de ce penalty. Ce n'est pas tout joueur, s'il vous plaît. C'est celui qui a été choisi pour botter le penalty, celui qui est victime de la faute. En tout cas, on doit le soigner. Il a subi ses soins. S'il se sent qu'il peut botter maintenant ce penalty, il botte son penalty, laissez-lui le temps. Le dernier orateur, Alain Makengo, président de la Ligue pour la promotion des droits des sportifs, a évoqué l'apport de son organisation dans le processus difficile de la lutte contre les violences dans le football. Alain Makengo a fait voir à l'assistance les conséquences néfastes des violences dans nos installations sportives et comment y remédier. Par rapport aux brigades de Mers, nous avons été au ministère du Sport, les comités nationaux de la lutte contre la violence qui a été institué du temps du ministre Feu Banza Moukalai, qui a été revitalisé par le sénateur Kamba et actuellement sénateur, et qui est jusqu'aujourd'hui en vigueur, s'est arrêté. Mais c'est la politique nationale qui fait défaut.
La loi est là, on ne veut pas l'appliquer. À qui la faute? La faute, c'est pas la liste. Le brigade de Mers, c'est un aspect qui a été créé par un groupe de Congolais, Laurent, des Blaise, c'est une aspect qui vient au niveau du ministère de Sport comme une structure d'appui. Ils ont leurs objectifs. Ça n'a rien à voir avec les structures traitant de la lutte contre la violence dans les associations sportives. Le projet Sport sans violence, avec assurance et sécurité sociale, je l'ai dit, c'est un projet qui court jusqu'aujourd'hui. Et si vous vous rappelez, j'avais dit c'est un projet à court, moyen et long terme. Et le long terme, c'est aujourd'hui, la violence continue toujours. Et nous sommes encore sur le volet violence. Volet assurance, n'en parlons même pas. Si vous demandez aux joueurs de Mazembe, aux joueurs de Club, aux joueurs de Derrière comment ils sont assurés, je crois que vous aurez, ils vont vous dire que nous sommes assurés de manière lapidaire comme on le fait, une équipe. Est-ce qu'un joueur de Motema Pembe, individuellement, peut s'assurer convenablement au niveau de la zone? Assurance vie, il n'y en a pas. Et raison pour laquelle lorsqu'ils ont des problèmes, des fractures comme ça, c'est l'équipe qui, vous voyez le cas de Makusu, c'est l'équipe qui a dépensé l'argent. Or, si on avait une politique d'assurance bien fouillée, et je crois qu'avec une assurance sportive particulière, Makusu sait que je suis un buteur, ma jambe vaut autant de millions, il faut que je m'assure individuellement, et lorsque j'ai un problème, et je crois qu'il n'y aura pas de problème pour aller se faire soigner à l'extérieur, c'est ça le problème, la sécurité sociale. Nos joueurs aujourd'hui, quel joueur peut nous brandir aujourd'hui son contrat de travail? Vous voyez comment les joueurs sont en train de partir clandestinement. Ils vous disent la vie, ils sont dans la réception à bêta, au moins tout puissant avec club. Les joueurs sont partis, Malambo et Kosso, ils sont partis, Méchal, ils sont partis. Et les clubs sont partis. Comment clandestinement? Alors comment vous pouvez parler de sécurité sociale dès lors que ces joueurs n'ont pas juridiquement les contrats de travail? Et ils n'ont même pas de conseils. Ils n'ont même pas de conseils lorsqu'ils vont signer et on leur donne seulement l'argent, ils ne sont pas accompagnés. Et lorsque vous faites accompagner d'un joueur, les dirigeants sont frustrés, ils sont froissés, ils sont frustrés lorsqu'on voit, je dirais, stagiaire, va aller signer. Les différents sujets abordés a pratiquement nourri les intelligences des séminaristes. On est en manque de séminaires de formation pour les journalistes congolais et quand un de nôtres prend une pareille initiative, il sied quand même de le féliciter. Une journée très très riche, ça il faut le dire. On a assisté à des exposés qui ont débouché par des débats houleux entre les orateurs et les participants. C'est comme pour dire qu'il y avait de la matière abondante. C'est la matière qui nous préoccupe, nous, en tant que professionnels des médias, surtout dans notre domaine des sports. Nous devons apprendre matin, midi, soir, nous mettre à jour. Vous savez, en parlant même de journalisme, il y a des notions qui nous échappaient. Moi, je pense que je tiens d'abord à féliciter et à encourager l'initiateur de ces séminaires. Je suis désolé que ce séminaire puisse s'étendre seulement pour peut-être un quota de 30 journalistes. J'aimerais qu'à la longue, qu'il y ait au moins au-delà. Parce que la plupart de nos amis, ils n'ont même pas de notions. On a beaucoup appris. Donc vraiment, je vais d'enrichir mon CV. Si le journalisme, si le dopage, en tout cas, nous sommes vraiment édifiés, nous sommes vraiment éclairés sur les thèmes choisis. Et comme vous le savez, il faut toujours apprendre, se mettre à jour. C'est important surtout pour nous les journalistes. En ce qui concerne notre métier, l'éthique et déontologie, c'est ce que nous, journalistes, ce sont nos valeurs, c'est ce que nous ne devons jamais perdre. Donc il faut rester sur l'éthique, marcher sur la déontologie. Tout ça, ça nous permet de bien faire notre travail. En ce qui concerne le sujet, concernant le football professionnel, les difficultés que nos joueurs rencontrent en quittant
quittant par exemple la RDC ou soit Kinshasa, Lubumbashi pour aller jouer à l'extérieur. Moi je dirais que c'est énorme, mais nous en tant que professionnels de médias, nous avons aussi cette lourde charge de sensibiliser les joueurs, même à travers leurs équipes, de leur dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est un travail noble, mais il y a des conditions pour arriver au sommet. Moi, je dirais que c'est quand même bien. En ce qui concerne aussi le dopage, par rapport au docteur Nguébé, il nous a tous interpellés parce que c'est important. Ce n'est pas seulement le travail d'un médecin, mais c'est aussi le travail d'un journaliste de dire aux athlètes, il faut faire attention, il ne faut pas prendre du n'importe quoi parce que ça risque aussi de préjudicer votre carrière. D'abord, j'aimerais féliciter les organisateurs. Et je suis très fière d'eux parce que j'ai vu de nombreux visages d'Antena, dont James Katambwa, et tous ceux qui sont autour de lui ont eu cette idée et je trouve que c'est une idée et il faudrait que ça dure parce que ces genres de séminaires, on n'organise cela que très peu. Donc c'est vrai qu'il faut mettre la mise à jour, il ne faut pas nécessairement voyager, mais au moins ici, ce séminaire va aider les journalistes à améliorer leur connaissance du football et les changements. Là, tout à l'heure, on a entendu sur l'arbitrage et c'est extraordinaire de savoir qu'il y a des lois et des règlements que les journalistes doivent mettre à profit, c'est-à-dire éviter de dire des choses qui n'existent pas et puis permettre à ce que le football puisse évoluer. On a vu l'historique du football, l'accomplissement de beaucoup. On a entendu les lois, les règlements, les techniques, comment est-ce que le journaliste lui-même doit aborder les choses par rapport à la corruption, par rapport à l'adversité, par rapport au match. Il y a différentes formes de matchs. Il y a les matchs qui sont dans des tournois, des compétitions nationales, des compétitions internationales. Il y a une manière de présenter ces choses. Je suppose qu'aujourd'hui, les journalistes sportifs auront justement de la matière parce que c'était réellement enrichissant, j'allais dire pétillant dans le cerveau des journalistes. Ça pétillait comme du champagne et c'était vraiment extraordinaire et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà. Je loue et aussi salue l'initiative de l'initiateur qui est un aîné, un confrère, James Katambwa, comme vous les connaissez très bien d'ailleurs. Donc c'est vraiment des initiatives pareilles que nous devons saluer et aussi ça suscite au fait je peux dire ça suscite l'envie et la résurrection de l'organisation ou l'association nationale de la RDC qui regroupe les journalistes parce que je me rappelle pas dans les 2 ans passés que cette association a eu à réunir un grand nombre de journalistes parce qu'ici nous nous retrouvons à 30 journalistes, c'est déjà énorme pour notre province de Kinshasa. Ce genre de séminaire, ça n'arrive pas tous les jours. Le remerciement à l'organisateur, l'initiateur de ces séminaires, James Katambwa, avec ses partenaires, on n'oublie pas la FECOFA. Nous avons été édifiés de belles manières. C'est vraiment encourageant de voir un des nôtres organiser un si grand événement. Donc c'est à féliciter. On a appris beaucoup. Il y a beaucoup aussi à corriger de notre côté. Donc on doit vraiment faire beaucoup de progrès parce que tu dis pour la vie, donc c'est toujours bien et surtout important de faire toujours des recyclages. On a appris beaucoup, même sur le dopage, même sur l'arbitrage, sur nous également, les journalistes sportifs. Il y a certaines pratiques que nous faisons souvent qui n'est pas digne de ces métiers. Mais on demanderait également quand même au gouvernement de soutenir de telles initiatives et surtout au ministère d'information, c'est parce que c'est vraiment très bien. Aujourd'hui, c'est un individu, journaliste, avec ses propres moyens également à la fédération et bien sûr Stade Africa où également il est consultant. C'est eux qui nous ont quand même soutenus pour organiser cela. On aimerait que ça soit quelque chose de national, que chaque fois qu'on organise quelque chose qui va réunir la presse. Aujourd'hui, on a commencé par la province de Kinshasa. Il y a également des journalistes qui sont dans d'autres provinces. Pourquoi pas leur voir aussi assister avec nous à ce genre de séminaires? On a eu des brevets, il y a eu des orateurs
vraiment qui était à la hauteur, qui nous ont enseigné. On aimerait bien que ça puisse continuer. Aujourd'hui, c'était Kinshasa. Prochainement, on souhaiterait que ça sera au Katanga et pourquoi pas même au Bukavu et d'autres provinces. Donc nous invitons le gouvernement congolais à nous soutenir et également les gouverneurs des provinces parce qu'il y a des journalistes aujourd'hui beaucoup et surtout c'est souvent nous les plus malheureux. Nous avons besoin qu'on puisse au moins nous considérer afin que notre métier puisse aller de l'avant. Félicitations. Okay. Félicitations. Pour clôturer en beauté ces 2 jours de réflexion et d'échange autour de l'avenir du football congolais, les séminaristes ont reçu les diplômes des participants des mains des différents orateurs sous les applaudissements frénétiques. Une photo de famille pour immortaliser les moments et un grand dîner offert aux participants dans une ambiance fraternelle. Chapeau bas aux organisateurs. Alors, Lassana, la question que j'ai envie de vous poser à la sortie de ce reportage, c'est que j'ai dressé un constat, il vaut ce qu'il vaut. Sur les 5 continents, il existe des plateformes continentales pour les journalistes. Alors, ça veut dire pour les journalistes. Alors, en Asie, on en a 4. En Europe, on en a plus d'une vingtaine. Par contre, en Afrique, il n'y a aucune plateforme de journalisme sportif africain où ils peuvent parler, où ils peuvent échanger. Comment vous l'expliquez? Nous, on a des plateformes de journalistes sportifs africains. Elles sont secrètes? Non, elles ne sont pas secrètes. On a des comptes Instagram en anglais et en français où les journalistes sportifs africains, c'est entre nous qu'on a fait. On a Afou qu'on a fait pour... on a Afou qu'Alugoloko avait fait il y a 2 ou 3 ans. On a un autre compte anglophone, mais tous les journalistes sportifs africains, on se parle, on se donne des informations, on se partage. Mais comment vous l'expliquez qu'elle ne soit pas aussi connue, reconnue, par exemple, que la Fédération des journalistes européens qui existe ici? Il y a une fédération des journalistes sportifs européens? Oui. Ah oui, je ne savais même pas. Non, je ne savais même pas. Donc elles sont toutes les deux inconnues Non, je ne savais même pas qu'il y avait une fédération de... Je sais qu'il y a l'AIPS ou l'Association internationale des journalistes sportifs. Et en France, ils ont l'Union des journalistes français. Mais dans chaque pays, il y a une association de journalistes là-bas, de sportifs là-bas. Sauf qu'en Afrique, il nous manque beaucoup de solidarité, il nous manque beaucoup de travail en amont. Mais la structure existe, mais c'est une coquille vide en général en Afrique, quoi. Comment vous expliquez ce manque de solidarité? Pour moi, ça dépend de chaque pays et de chaque journaliste dans quel domaine il se spécialise. Chez nous, au Maroc, par exemple, il y a une association des journalistes sportifs. Il y a plusieurs journalistes reconnus qui sont dedans. Et à mon avis, moi, comme je suis nouvelle dans le domaine, j'ai pas beaucoup d'informations, mais je dis que ça commence à s'améliorer. À quelle place peuvent prétendre les journalismes africains aujourd'hui dans le monde? Dans le monde, il faut qu'on se bat. Nous n'avons pas les mêmes moyens que les autres. Les autres, ils ont derrière eux de grosses chaînes de télévision qui le poussent à devenir plus meilleurs que nous, qui le poussent à avoir l'information plus facile que nous. Nous n'avons pas de grosses chaînes, ceux qui ne sont pas dans de grosses chaînes, les journalistes sportifs africains qui sont dans de grosses chaînes peuvent se détacher. Mais quand une petite chaîne ou dans petits médias, c'est difficile. C'est difficile. Tu vas essayer de te battre, mais il y a toujours ce plafond de verre qui est là, qui t'empêche d'avoir des interviews de Cristiano Ronaldo, de Messi ou Samuel Eto'o, etc. Donc, même ici en Europe, si vous ne travaillez pas dans un grand média, on n'a pas accès à grand-chose. Ouda, à quelle place on peut prétendre? Je partage l'avis de Lassana, c'est un domaine qui est un petit peu fermé, donc il faut doubler les efforts, il faut se démarquer et comme je vous ai dit, il faut nouer des relations avec des grands journalistes pour pouvoir avoir la chance de collaborer avec eux. Alors, je vous pose cette question parce que lorsqu'on regarde par exemple une cérémonie, comme les CAF Awards que vous participez assez régulièrement, on voit qu'il y a des journalistes qui sont amenés à voter pour les différents lauréats, mais ils ne sont pas tous africains. Comment vous l'expliquez? Non, pour le CAF Award, tous les journalistes sont africains. Non, il y en a qui ne sont pas africains. Par exemple, certains qui sont Non, en fait, ils ont la CAF. Là, ça, c'est le complexe africain.
La CAF, ils ont pris 3 ou 4 journalistes de France Football qui s'occupent du football africain. Franck Simon, par exemple, pour ne pas le citer, vote pour le Ballon d'Or africain. Mais pour moi, ce n'est pas normal. Merci. Ce n'est pas normal, c'est la Confédération africaine de football. Parce que vous, par exemple, l'UEFA ne nous a jamais appelé. Non, l'UEFA ne nous demandera pour, jamais de voter pour le truc. Parce que l'Afrique, on a toujours ce complexe-là. Même nos dirigeants, le président de la CAF ou le président d'une fédération africaine de football, quand ils viennent en Europe, ils veulent toujours être invités par la radio mondiale ou être invités par la chaîne où il y a plus, ou etc. Donc, ils préfèrent toujours ça. Mais je pense que la donne peut changer avec l'avènement d'une chaîne comme Stade d'Afrique qui représente le sport africain. Je pense que si Stade d'Afrique commence à travailler, à redoubler des efforts, à être présent dans des grands événements, je pense que la donne peut changer. Ouda, vous êtes toute jeune, mais vous le voyez comment l'avenir de la profession? Pour moi, l'avenir du journalisme s'annonce radieux, surtout avec la création de nouveaux médias qui peuvent donner la chance aux nouveaux lauréats de travailler et de pouvoir exercer leur métier. Lassana, vous avez un peu plus de bouteilles. Comment vous le voyez, l'avenir? Je pense que l'avenir, il faut être dans la vie, il faut être réaliste et ambitieux et te dire que toujours ça peut s'améliorer. Je pense que s'il y a une diversité de médias, c'est bien. C'est bien pour les jeunes, c'est bien pour l'emploi, c'est bien pour tout ce qui peut venir. Avec l'avènement aussi de ces nouveaux médias, Facebook, Twitter et tout ça, je pense que si quelqu'un veut devenir journaliste, il ne faut pas devenir journaliste parce qu'on veut devenir journaliste. Il faut être journaliste parce qu'on aime le travail et qu'on va travailler pour améliorer les choses. Oui, puisqu'on voit plusieurs personnes qui arrivent, oui, je suis journaliste. Mais en fait c'est ça le problème maintenant en Afrique. Dès l'instant où une personne a une tablette, un téléphone portable, c'est dit journaliste. On peut avoir ça et se dire journaliste, mais il faut se donner les moyens de progresser, de se former et d'aller de l'avant. De toute façon, ça passe par la formation. Lassana Ouda, j'étais très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Alors, quant à nous, mes chers téléspectateurs, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Melting Sport.